Merci beaucoup, Julien. Merci de la présentation, puis surtout merci de l'invitation. C'est un très bel événement. Et puis, ma présentation aujourd'hui va bâtir sur beaucoup de ce qu'on a entendu hier et ce matin. En fait, j'avais préparé, comme tout bon professeur, à peu près 3 heures de matériel, mais c'est bien parce qu'il y a à peu près 2 heures et demie qui ont déjà été couvertes. Fait que je devrais être capable de m'en tenir aux 20 minutes qui m'ont été allouées. On verra bien. Donc, moi, ce dont j'aimerais parler aujourd'hui, on a entendu beaucoup parler de problèmes, de certaines propositions sectorielles depuis 2 jours, des moyens qu'on pourrait mettre en œuvre pour faire un certain changement, une certaine transition. Ce que j'aimerais faire, c'est mettre un peu tout ça ensemble, finalement, puis voir comment est-ce qu'on peut combiner tout ça dans une espèce de stratégie un peu plus générale, un peu plus globale. Alors, d'où mon titre ici, comment s'y prendre pour effectuer une transition écologique et économique dont on se parle de la nécessité depuis maintenant une journée et demie. Voilà. Donc, je commence tout de suite par 3 constats, en fait. Le premier constat, c'est que la transition est nécessaire. Je ne vais pas vous bassiner avec d'autres statistiques encore sur le carbone qui augmente tout le temps. Bon, ça va. Donc, les enjeux environnementaux, évidemment, sont vraiment importants, puis on se le fait dire par la planète de différentes manières constamment. Mais il y a aussi des enjeux sociaux extrêmement importants dans des endroits comme le Québec. On a vu que les services publics actuellement peinent à assurer leur mission. On a des inégalités croissantes. On a un vivre ensemble qui devient de plus en plus difficile, puis auquel il faut s'attarder. Sans tarder, je dirais, sans mauvais jeu de mots. Donc, il faut s'en occuper le plus rapidement possible. Il y a aussi des enjeux économiques. On a vu que notre économie ici au Québec et au Canada, qu'on a un peu porté à bout de bras pendant cette pandémie-là, elle n'a peut-être pas autant de résilience qu'on voudrait. Puis, il y a une certaine dépendance, on a vu aux filières internationales. On le vit ces temps-ci avec les questions inflationnistes, par exemple, puis toutes les chaînes de valeur, les filières mondialisées qui ont de la misère, puis ça a donc de la misère à se rendre jusqu'à nous. Dépendance au pétrole aussi. Et cette chose-là fait en sorte que notre économie n'est pas aussi dynamique, n'est pas aussi résiliente qu'elle pourrait l'être. Donc, premier constat, la transition, elle est nécessaire, puis elle est nécessaire sur plusieurs angles, à la fois sur un angle environnemental, social et économique. Deuxième constat, on n'est pas dépourvu de moyens pour faire quelque chose d'intéressant. En fait, on a amplement de moyens et de capacités d'avoir une action conséquente et une action dirigée pour s'attaquer à ces problèmes-là. L'endettement est tout à fait gérable. On a une présentation ce matin qui nous l'a détaillé de différentes manières, de Mme Kelton. Elle est excellente. Hier, Joël Leclerc avait un message similaire. Donc, l'endettement est tout à fait gérable dans un endroit comme le Canada et au Québec aussi. La dette brute, d'ailleurs, du Québec est moins de 50% du PIB. Malgré la pandémie, on parle donc de chiffres qui sont en bas de ce qui était même il y a quelques années, malgré la pandémie, malgré les dépenses extraordinaires et malgré surtout une baisse très importante de ce PIB-là. L'endettement est tout à fait gérable, ce n'est pas un problème. Il y a de la marge du côté fiscal aussi. Ça, je me réfère plus à la présentation en fin de journée de Pierre-Antoine Harvey, qui nous a montré que, finalement, d'un côté fiscal, cette espèce de discours-là qu'on est surtaxé, qu'il faut absolument baisser les impôts de tout un chacun pour qu'on soit capable de respirer, c'est un mythe, c'est pas vrai. Il y a de la marge de ce côté-là aussi. Et par ailleurs, on a vu pendant la COVID que si on décide, si on a un consensus politique qu'il faut faire quelque chose, bien on peut. Le problème, il est politique. Le problème, il est sur le fait de décider qu'on doit faire quelque chose, parce que quand on décide qu'on doit, on peut. Alors, la question, c'est, on pourrait peut-être décider collectivement de s'attaquer aux différents problèmes qui étaient énoncés dans mon premier constat. Ça, c'est un petit graphique de la dette que je voudrais rajouter ici, simplement les dernières années, dette en fonction du PIB pour le Québec. Vous voyez la hausse vers la fin qui est due à la COVID, mais même cette hausse-là ne nous ramène pas à ce que c'était il y a seulement quelques années, et surtout pas ce que c'était dans les années 90 et avant. Il n'y en a pas de problème.
Troisième constat, on n'a pas de plan. Donc, il y a une transition à faire, on a les moyens et les capacités de la faire, puis on n'a pas de plan. C'est un problème. La plupart des efforts pendant la pandémie ont d'ailleurs démontré le fait qu'on n'a pas de plan. Ils ont été dirigés vers une préservation à bout de bras, vers un maintien du statu quo. Un exemple de ça, c'est que les faillites d'entreprises ont chuté dramatiquement. Le taux d'insolvabilité des entreprises a chuté dramatiquement en pleine crise sanitaire. Alors même que l'économie marchait à moitié, alors même que les dépenses de consommation étaient difficiles, pourtant, les taux de faillite, les taux d'insolvabilité ont baissé. D'ailleurs, j'ai un graphique aussi là-dessus. Vous le voyez, c'est ma dernière barre à la fin, c'est pour 2020. Il y a une baisse importante du taux d'insolvabilité par rapport aux autres années, puis le taux était relativement stable avant, parce que, bon an, mal an, il y a des entreprises qui naissent, il y en a d'autres qui meurent, c'est normal. Et là, il en meurt soudainement beaucoup moins pendant la crise. Pas parce que les conditions économiques ne sont pas difficiles, elles le sont, mais c'est parce que tous nos efforts sont dirigés pour préserver précisément l'économie comme elle l'était la seconde avant qu'on s'aperçoive de l'existence de la COVID dans nos sociétés. L'affaire, c'est que le statu quo n'était pas viable avant la pandémie. Il ne deviendra pas magiquement après la pandémie. Donc, de maintenir ça, finalement, de se donner encore 2 ans de pelletage par en avant, c'est retarder l'échéance vers une transition nécessaire. C'est un peu rater une occasion, finalement. Donc, dans ce sens, j'ai élaboré une proposition. Vous pouvez voir ça un peu comme une recette de gâteau en 4 étapes faciles. Vous mettez autant de sel que vous voulez, puis après, ça vous donne exactement la transition que vous voulez. Non, ce ne sera pas simple comme ça. Mais je vais quand même détailler 2 axes de réflexion pour qu'on commence à orienter la discussion et tout le débat sur qu'est-ce qu'on pourrait faire. Une fois qu'on a convenu qu'il y a un problème, une fois qu'on a convenu qu'on a les moyens et la marge pour s'y attaquer, maintenant, il s'agit de voir, d'accord, mais que ferait-on? Comment on pourrait arriver à quelque chose d'intéressant? J'ai divisé ça en 2 axes. D'abord, un axe qui est fondamental, un axe de réorganisation économique. On entend beaucoup parler de réinvestissement. Mes collègues, depuis une journée et demie, en ont parlé beaucoup, puis ça, je suis entièrement d'accord avec ça. Mais au-delà d'un réinvestissement, il faut faire une réorientation. Il ne s'agit pas de remettre plus de ressources dans le modèle tel qu'il est actuellement. Ce modèle-là, il ne marche pas. C'est celui-là qui nous a amenés devant les crises que je vous énonçais au début. Il faut transformer le modèle. Donc, on peut décliner ça, si on veut, en 3 objectifs. Il faut augmenter la résilience de l'économie en supposant que ce n'est pas la dernière crise à laquelle on fera face. Il faut réduire la dépendance aux filières mondialisées. Là, je ne vous parle pas de tomber dans une autarcie complète. C'est pas ça, je pense que ce n'est pas souhaitable, ce n'est pas possible dans un cadre comme le Québec. Ce n'est pas ça la question. Mais cette résilience-là commande néanmoins d'avoir beaucoup de processus économiques qui soient centrés beaucoup plus sur des réalités des communautés locales, qui, à ce moment-là, sont mieux intégrés dans le tissu économique général. Je vais y revenir. La 3e partie, une réorientation de l'activité économique, plus simplement en fonction du rendement, ça c'est ce qu'on a actuellement, mais en fonction de critères environnementaux puis de critères sociaux. En d'autres mots, que le rendement économique, plutôt qu'à être l'objectif, puis qu'à côté de ça, on accole de temps en temps 2-3 contraintes sociales et environnementales, qu'on a des objectifs sociaux, des objectifs environnementaux et une contrainte de rendement, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi quand même. Mais on revire la logique, puis on se dit, ce qu'on veut, c'est une transition économique, c'est une transition écologique, puis ensuite, il faut s'assurer qu'on y arrive en utilisant les moyens au mieux. Voilà, donc on inverse la logique. La structure, ce à quoi ça pourrait ressembler, une proposition comme ça, bien, on pourrait penser à un nouveau maillage régional, par exemple. Donc, un maillage régional, c'est-à-dire une réorientation vers des processus économiques locaux, quand c'est possible, mais des fois, ça va prendre des échelles plus grandes, des échelles régionales, une échelle nationale, parfois. Et il faut que tout ça soit bien maillé ensemble, que ces différents processus-là qu'on va mettre en œuvre se nourrissent les uns
les autres. Donc, revenir à une idée de politique industrielle, comme dans les belles années, si on veut, d'après-guerre, où est-ce qu'on se disait que collectivement, on pouvait décider de quel genre d'économie on aurait bien. Dans les années d'après-guerre, ce qu'on voulait, c'est industrialiser. D'accord. Puis on voulait plus d'industrie, plus de production, plus de productivité. Très bien. Là, les objectifs sont différents. Les objectifs peuvent être plus sociaux, plus environnementaux, mais c'est la même logique de dire que collectivement, on reprend le contrôle de ça, mais il faut que ça soit mené par les collectivités qui sont concernées au premier chef. Donc, on ne veut pas nécessairement d'un État qui vient et qui impose une vision globale à tout le monde, mais on veut des collectivités dynamiques qui impulsent ce changement-là, mais avec un État accompagnateur, parce que l'État a les ressources, a la possibilité de prendre les ressources financières et les canaliser, si on veut, et de redistribuer ces ressources-là, et a aussi une possibilité de coordination pour que différents acteurs à différentes échelles puissent se parler, se nourrir et faire en sorte que ces synergies-là puissent réellement exister. Donc, un État accompagnateur, un État coordonnateur, un État facilitateur qui permette cette impulsion locale-là du changement, cette politique industrielle-là, nouveau genre. Deuxième thème, la production locale, les circuits courts. Je le mentionne un peu depuis tantôt, c'est très important qu'on se dise que si on est pour faire une transition, le plus on raccourcit le circuit, le plus on se donne de chance. Certaines d'entre vous l'ont peut-être vu avec toute l'histoire du recyclage, par exemple, au Québec ces temps-ci. Si on essaie de mondialiser nos circuits, bien, les flux de matériaux finissent par se perdre, on ne sait pas trop où est-ce qu'ils se ramassent et on ne fait pas de circularité pour vrai, dans les faits. Si on reste local, on est capable pas mal plus de mettre ça en œuvre. Et dernier point, ancrer vraiment les entreprises dans leur communauté, que ce ne soit pas des histoires de gens qui viennent 3-4 ans, qui extraient ce qu'ils ont à extraire, puis qui partent après, puis qui nous laissent la facture environnementale. Ça, c'est un modèle qu'on a fait longtemps au Québec. Ça a permis certaines choses. Ce n'est pas pour dire qu'il n'y a rien qui est né de ça, mais néanmoins, c'est un problème d'un point de vue d'une pérennité puis d'une durabilité de l'économie. Par conséquent, on voudrait probablement plus des entreprises qui sont ancrées dans leur communauté, et ça veut dire fort probablement un virage vers l'économie sociale, vers des entreprises qui sont à tout le moins gérées en partie par leurs travailleurs et par des gens des communautés concernées. Voici pour la structure. Les moyens, je l'ai déjà évoqué un peu tout à l'heure, mais on a les moyens financiers, on a les capacités organisationnelles de faire cette chose-là, ce n'est pas un problème, mais en pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, une transition, ça se pense, mais ça se finance aussi. Ça se finance comment? Bien, on peut penser d'abord à une mobilisation des leviers économiques qui sont déjà en partie existants. Donc, on a un levier à la Caisse de dépôt, par exemple, à qui on a longtemps demandé de faire surtout un rendement. Très bien. Plus récemment, on lui a demandé de s'impliquer un peu plus dans le développement économique au Québec pour impulser des choses. Très bien aussi. On pourrait ensuite lui changer les critères en disant « Oui, on ne veut pas que tu fasses des pertes de 5 % par année », mais que néanmoins, on subordonne ça à certains objectifs de transformation de l'économie québécoise. On a un levier là qui est particulièrement important et qu'on pourrait mobiliser. Intégrer le système bancaire dans tout ça aussi, que ça ne soit pas juste quelque chose qui existe en périphérie puis qui finance un peu selon ses propres critères, mais que néanmoins, là aussi, il y a une imbrication du secteur financier avec le secteur plus non financier ou industriel. Deuxième point, mobilisation de l'épargne corporative. On l'a dit hier, les corporations qui, année après année, viennent nous dire qu'ils sont trop taxés, puis ensuite on baisse leurs taxes, puis on oublie comme 2 ans plus tard qu'on l'a fait, puis ils reviennent nous revoir en nous disant « ben baissez-nous-les encore », puis on fait ça un peu depuis 30 ans. Mais la promesse en échange, c'était « oui, faites ça, puis on va investir ». OK, mais on a fait ça, on a baissé les taxes, puis on l'a vu hier, on n'a pas trop eu l'investissement qui viendrait avec. Je vous ai mis un petit chiffre ici, là. Au Canada, fin 2021, on avait une surépargne, si on veut, une épargne des entreprises de 800 milliards. Quand on dit épargne des entreprises, c'est des avoirs en actifs liquides. L'équivalent pour vous et moi d'un compte de banque, en fait. Ce n'est pas tout à fait ça pour des compagnies parce qu'ils investissent dans des actifs qui sont un peu plus sophistiqués, mais néanmoins, ça a la même liquidité et le même manque de rendement qu'un compte de banque pour nous. 800 milliards, c'est de l'argent là, qui pourrait être investi. Bon,
Oui, pendant la pandémie, il y a plusieurs entreprises qui ont mis la pédale douce parce qu'ils se sont dit, on va attendre de voir comment on sort. Mais en fait, avant la pandémie, il y avait déjà plusieurs centaines de milliards qui avaient été accompagnés là-dedans. Ça fait quelques décennies que ça se construit, cette affaire-là. On a donc des ressources qui sont là et qui pourraient être mobilisables. On les mobilise comment? Bien, l'État accompagnateur de tout à l'heure, par exemple, on pourrait très bien songer à un ensemble de projets où, bien, à travers un ensemble d'incitatifs, on dit, OK, on essaye de canaliser cette épargne-là, puis on met les subventions ou l'aide gouvernementale ou l'appui logistique ou les permis jusqu'à un certain point, dépendant d'avoir des projets qui s'inscrivent dans la stratégie de transition générale, avec une aide de l'État éventuellement. Encore une fois, l'idée, c'est pas juste de vous dire « allez là-bas sinon », mais on fait ça tous ensemble, mais néanmoins, on subordonne ça au fait d'être dans le plan général qu'on se fixe pour avoir cette transition écologique. Là. Dernier point, bien, le réajustement de la fiscalité, là aussi, il y a de la marge. Encore une fois, bon, les corporations, les taxent beaucoup moins depuis quelques années. Visiblement, ces institutions-là n'étaient pas en train de mourir avant qu'on commence à baisser leur taux de taxation. On pourrait remonter. Même chose pour d'autres personnes. Mais donc, il y a de la place. Fait que l'idée, là, ce serait de viser une certaine égalité, mais d'avoir des vrais incitatifs. En marchant ce matin, pour m'en venir vous parler, j'étais dans la rue, je voyais des chars passer tout autour de moi, puis je me suis posé la question, y a-t-il déjà eu une personne au Québec qui s'est levée un matin puis qui a dit, ce matin, moi, j'utilise pas mon char parce que la taxe sur l'essence est trop chère? Je me permets d'en douter. La fiscalité peut donner des incitatifs, mais il faut qu'on se donne des vrais taux fiscaux pour que ça marche. Fait que voilà, on pourrait réorienter dans ce sens-là également. Et le deuxième aspect, c'est de se dire, une transition, l'affaire, c'est que ça change les choses. C'est normal. Et une transition, ça peut avoir des coûts assez importants, surtout par rapport à certaines travailleuses et certains travailleurs qui sont, disons, dans des secteurs où est-ce qu'on dit collectivement, il faudrait bien se débarrasser un peu de ça parce que ça ne fait plus notre affaire. Et ces gens-là nous répondront, oui, mais moi, on ne m'avait pas envoyé le mémo il y a 15 ans quand je me suis formé pour aller faire ça. Moi, je fais quoi, puis tout ça. Et c'est tout à fait légitime comme question. Alors, il faut que la transition elle soit sociale en même temps. Donc, il faut faire en sorte qu'on ait une société inclusive où est-ce qu'on prend soin les uns des autres et on s'assure que cette transition elle se fait avec le moins de heurts possible pour les gens concernés. C'est fondamental. Sinon, de toute façon, il va y avoir un blocage. Politiquement, ça ne se fera pas, tout simplement. Mais au-delà du pratico-pratique, il n'est pas souhaitable qu'elle se fasse sur le dos des travailleuses et des travailleurs des secteurs qui, justement, malheureusement, on aimerait peut-être se déplacer de là pour aller ailleurs. Là, j'ai mis quelques aspects comme exemple, mais depuis une journée et demie, en fait, on a plein d'exemples, on a plein de belles conversations sur qu'est-ce que ce vivre ensemble-là peut vouloir dire, qu'est-ce que ce réaménagement de la société peut vouloir dire, mais juste rapidement, diminution des inégalités, ça c'est fondamental. Ça peut le faire d'un point de vue fiscal. J'en ai parlé auparavant, on peut réajuster un peu les taux de taxation. Mais au-delà de redistribuer après coup, on peut aussi donner des meilleurs outils aux travailleuses et travailleurs, entre autres, pour aller en chercher une meilleure part sur le coût. Là, en ce moment, puisqu'il y a certains secteurs où est-ce que, disons, il manque un peu de travailleurs, où il semble, en fait, avoir une offre de travailleurs qui est relativement courte, là, on voit finalement un peu de dynamique de ce côté, mais c'est très contextuel. C'est la première fois en 40 ans à peu près qu'on commence à avoir certaines augmentations de salaire, mais néanmoins, Louis-Philippe Rochon le disait hier, les augmentations de salaire sont encore bien en deçà de toute augmentation de prix qu'on peut vivre par ailleurs. On n'est pas dans une dynamique où les augmentations de salaire seraient plus hautes que l'augmentation du coût de la vie. On est encore bien en deçà. Fait que des choses comme, par exemple, monter le salaire minimum pour donner une base réelle aux gens qui sont à ce salaire-là, mais aussi une base de négociation à toutes les autres travailleuses et travailleurs, c'est fondamental. Donc, redistribution, oui, par la fiscalité, certes, mais aussi... On ne m'entend pas? Ça a coupé? Ça va? Parfait. Bon, désolé, ça a coupé. Mais ça me permet de continuer, en fait. Amélioration des services publics, réinvestissement soit, mais réaménagement là aussi, pour que ça soit mieux dirigé. Logement et occupation du territoire.
Logement, évidemment, on en a parlé beaucoup déjà, mais occupation du territoire, c'est fondamental aussi. On ne veut pas non plus rentrer du logement sur toutes les terres agricoles qu'on peut avoir au Québec aussi. Il faut que ça soit intégré dans le plan exactement. Comment est-ce qu'on occupe ce territoire-là? Comment est-ce qu'on structure les communautés pour que ça soit à la fois confortable pour les gens qui y vivent, mais que ça soit possible aussi, encore une fois, avec l'espèce de transition économique puis des circuits courts et circuits locaux qu'on essaye de faire. Donc, il y a cette partie-là qui est fondamentale. Et finalement, mon dernier truc, la transition à échelle humaine, c'est encore une fois se rappeler qu'il y a des vrais humains là-dedans qui vont encourir des coûts individuels, puis il faut faire en sorte qu'on n'échappe personne en chemin. C'est fondamental. Fait que voilà, moi je conclurai là-dessus, puis je lance un peu la discussion. Je répète encore une fois que ce n'est pas un plan terminal en 4 étapes pour faire comme un gâteau de fête. C'est pas ça l'idée. C'est simplement une proposition générale des axes qui, moi, me semblent porteurs et importants. Et à travers ça, finalement, qu'on commence à discuter de qu'est-ce qu'on pourrait s'élaborer collectivement comme nouvelle société qui nous permettent de répondre aux différentes crises qu'on identifie depuis maintenant nombre d'années. Sur ce, bien, merci beaucoup et je passe la parole au collègue Marc Urbain.